Le grand hall du Conseil galactique tomba dans le silence lorsque Zixatara, boitant, atteignit le témoin. Son autrefois fière carapace était brisée et marquée. Un liquide vert foncé suintait encore de blessures qui refusaient de cicatriser. À la place de son bras gauche inférieur, un rudimentaire appareil mécanique cliquetait avec chaque mouvement. Les autres membres du Conseil se déplacèrent mal à l'aise dans leur siège face à elle. Zixatara avait jadis été belle, selon les critères de ceux de son espèce. Sa carapace brillait comme une émeraude polie, et ses avant-bras se déplaçaient avec la grâce meurtrière d'une guerrière de naissance. À présent, elle ressemblait à quelque chose qui était sorti d'un cauchemar. Les extraterrestres rassemblés n'avaient jamais vu un guerrier Kadvar dans un tel état. Les Kadvar étaient réputés dans toute la galaxie pour être des combattants imparables. Ils conquéraient des mondes au petit déjeuner et écrasaient les rébellions avant midi. « Déclarez votre nom et votre grade pour le compte-rendu », dit le premier du conseil, Vélos. Sa forme éthérée trembla légèrement, révélant son malaise face à la situation. Zixtera, ancienne capitaine de la 47e Légion d'assaut, commandement militaire de Hégémanie, répondit-elle. Sa voix sortit sous forme de séries de clics et de sifflements. Traduit par le système linguistique universel du Conseil, même au travers de la traduction, sa douleur était perceptible. Vous êtes la seule survivante de la rencontre de votre légion avec l'espèce humaine sur le monde qu'ils appellent Nouvelle Haven. Est-ce exact? Oui, répondit-elle. Le mot sortit plat et vide. Bélos flotta plus haut sur son siège. Autour du grand hall, des représentants de 47 espèces différentes se penchaient en avant. La plupart n'avaient jamais entendu parler des humains auparavant. Ceux qui les considéraient comme une plaisanterie, une espèce primitive, à peine digne d'attention. Dites-nous ce qui s'est passé. Zixte ferma ses yeux composites un instant. Lorsqu'elle les rouvrit, il semblait regarder quelque chose de lointain et de terrible. Les humains étaient censés être faciles, commença-t-elle. Le commandement nous avait dit qu'ils étaient une jeune espèce, à peine au-delà des armes nucléaires, sans armée ni technologie avancée, juste des agriculteurs et des mineurs dispersés sur une 50aine de mondes. Quelques membres du Conseil émirent des sons qui auraient pu être dollarisés. L'idée que les puissants Kadvar soient inquiétés par des agriculteurs les amusait. Nos renseignements indiquaient que Nouvelle Haven comptait 50 000 civils et peut-être 2000 soldats. Nous avons apporté 12 dreadnoughts et 200 navires de soutien. La 47e Légion était composée de 10 000 de nos meilleurs guerriers. Cela aurait dû être terminé en une journée. Mais ce ne fut pas le cas, observa Bélos. Non, ce ne fut pas le cas. Le bras mécanique de Zixte se contracta. Le souvenir était manifestement douloureux. Nous avons suivi la procédure standard. Nous sommes arrivés dans le système et avons envoyé le message habituel. Se rendre pacifiquement et vous serez relocalisé sur des mondes de réserve. Continuez à résister et vous serez anéantis. Chaque espèce que nous avons rencontrée a choisi la reddition une fois qu'elle a vu notre flotte. Et les humains. Le commandant humain s'appelait Jake Collins, un vieil homme aux cheveux gris et aux cicatrices sur le visage. Nous nous attendions à ce qu'il implore la clémence ou tente de négocier. Au lieu de cela, sa réponse a été de 3 mots. « Venez le prendre ». La salle du conseil s'est embrasée d'une conversation confuse. Plusieurs espèces n'avaient jamais entendu personne répondre aux exigences d'hégémonie avec une défiance aussi décontractée. Nous avons pensé qu'il s'agissait d'une erreur de traduction, continua 6A. Nous avons donc renvoyé le message à nouveau. Cette fois, nous avons inclus des enregistrements visuels d'autres mondes que nous avions conquis. Des villes en feu, des armées brisées, les images habituelles qui convainquent les populations de se rendre. Quelle a été leur réponse? Zixte émit un son qui aurait pu être un rire, mais il n'y avait aucun humour en lui. L'humain nous a envoyé un message vidéo. Collins se tenait devant son centre de commandement, entouré de ses officiers. Derrière eux, nous pouvions voir des civils, humains, hommes, femmes, et même leurs jeunes, tous travaillant ensemble pour construire des défenses. Et ils chantaient. Ils chantaient une sorte de chant de guerre humain. Collins regarda directement la caméra et dit quelque chose qui hante encore mes rêves. « Nous savons qui vous êtes. Nous savons ce que vous avez fait à d'autres mondes. Mais vous ne nous connaissez pas.
Vous ne savez pas ce que font les humains quand vous menacez nos familles. Vous êtes sur le point d'apprendre. La salle était maintenant silencieuse. Même les membres du conseil les plus sceptiques prêtaient attention. Puis la chose la plus étrange s'est produite. Sixatara continua. Une femme humaine apparut à côté de Collins. Son nom était Lisa Park. Elle n'était pas une soldat. Elle était une sorte de scientifique ou de médecin. Elle regarda notre caméra et sourit. C'était la chose la plus terrifiante que j'ai jamais vue. « Un sourire vous a effrayé ?» demanda le conseiller Rickstoll, ses tentacules s'agitant d'amusement. Zixata tourna son regard endommagé vers lui. « Les sourires humains ne ressemblent pas aux nôtres. Quand nous montrons du plaisir, c'est une simple émotion. Lorsque les humains sourient face à une mort certaine, cela signifie autre chose. Cela signifie qu'ils ont accepté qu'ils mourront et qu'ils ont décidé de vous faire payer tout le prix. » L'amusement mourut dans les tentacules de Rickstoll. Le docteur Park n'a prononcé qu'une seule phrase avant que la transmission ne se termine. « Nous vous ferons vous souvenir de nous. » Puis le canal s'est éteint. Belos a traité cette information. Vous avez donc lancé votre assaut. Nous leur avons donné 24 heures pour réfléchir. Procédure standard. Pendant ce temps, nos capteurs ont détecté une activité massive à la surface de la planète. Nous avons supposé qu'ils essayaient d'évacuer ou de se cacher. Ce n'était pas le cas. Ils se préparaient à se battre. Pas seulement les soldats, tout le monde. Nos surveillances ont montré des enfants humains, certains qui pouvaient à peine marcher, aidant à transporter des fournitures. Des humains âgés qui auraient dû être soignés travaillaient aux côtés de jeunes guerriers. Nous n'avions jamais rien vu de tel. Zixt fit une pause pour ajuster son bras mécanique. L'appareil étincela légèrement. Lorsque le délai était expiré, nous avons envoyé un dernier message. Collins est apparu à l'écran à nouveau. Cette fois, il n'était pas seul. Toute la population humaine se tenait derrière lui. Les 50 000 d'entre eux. Ils s'étaient réunis sur la place principale de la colonie pour se rendre, pour se dire au revoir et pour nous faire une promesse. Le conseil attendit. Collins parla pour tous. Il dit « Vous pouvez tous nous tuer. Vous le ferez probablement. Mais nous vous ferons si mal que vous réfléchirez à 2 fois avant de menacer un autre monde humain. Nous ne combattons pas seulement pour Nouvelle-Avon. Nous nous battons pour chaque humain qui viendra après nous. Souvenez-vous de nos noms. Souvenez-vous de ce que nous vous avons coûté. » Zixatara regarda autour de la salle, rencontrant le regard de chaque membre du conseil. Puis, tous les humains de ce monde, soldats et civils, jeunes et vieux, ont élevé leur voix ensemble dans le chant de guerre que nous avions entendu avant. 50 000 voix chantant la mort et la gloire pendant que notre flotte se préparait à les détruire. Elle se pencha en avant sur sa chaise. C'est à ce moment-là que j'ai su que nous avions commis une terrible erreur. Mais il était trop tard pour arrêter ce qui était sur le point de se produire. La salle du conseil resta silencieuse, tandis que Zixata poursuivait son témoignage. Son bras mécanique émettait de petits bruits inquiétants pendant qu'elle ajustait sa position. Le bombardement orbital devait commencer à l'aube du 3e jour. Elle expliqua. La procédure standard prévoyait de détruire d'abord les cibles militaires, puis de donner aux civils une dernière chance de se rendre avant de détruire leur ville. Le premier du conseil se déplaça légèrement vers le bas. « Mais vous n'avez pas commencé par des frappes orbitales ? » ?»« Non. Le commandement a décidé de faire de Nouvelle-Avon un exemple. Il voulait que les autres mondes humains voient ce qui se passait quand des espèces défiaient l'hégémonie. Au lieu du bombardement, nous allions débarquer des forces terrestres et prendre la planète intacte. » Les yeux composés de Zixt semblaient se concentrer sur quelque chose qu'elle seule pouvait voir. J'ai fait partie de la première vague, 5000 guerriers dans des potes d'assaut qui se sont abattus directement sur leur colonie principale. Nos renseignements indiquaient que les humains avaient construit des murs défensifs de base autour de leur colonie. Rien qui ne puisse arrêter les troupes d'assaut cathares. Elle fit une pause, sa respiration devenant laborieuse. Lorsque nos pods ont touché le sol, nous nous attendions à affronter quelques centaines de défenseurs effrayés se cachant derrière des barrières improvisées. Ce que nous avons trouvé à la place était impossible. Impossible comment ? Toute la colonie avait été transformée en forteresse. Pas seulement les murs. Chaque bâtiment, chaque rue, chaque espace ouvert avait été transformé en champ de bataille. Mais ce n'était pas la partie impossible. Sixtra se leva lentement.
son corps endommagé protestant contre le mouvement. La partie impossible était qu'il l'avait fait en 3 jours. 48 000 civils et 2 000 soldats avaient complètement reconstruit leur ville en 72 heures. Des structures qui auraient dû prendre des mois à construire étaient partout. Des positions défensives qui auraient défié nos meilleurs ingénieurs militaires étaient apparues du jour au lendemain. Le conseiller Riccal se déplaça mal à l'aise. Peut-être que leur technologie était plus avancée que vous ne le pensiez. Non, nous avons tout examiné. Des outils humains de base, des explosifs simples, des armes primitives. Mais ils les utilisaient d'une manière que nous n'avions jamais vue. Ils ont transformé des équipements agricoles en armes. Ils ont fabriqué des bombes à partir d'engrais et de produits chimiques ménagers. Des enfants qui auraient dû se cacher transportaient à la place des munitions vers des positions de combat. Le bras mécanique cliqueta alors que Zixtera pointait vers l'écran de visualisation. « Montrez-leur les enregistrements de la caméra de mon casque », demanda-t-elle. L'écran s'illumina, montrant la vue du point de vue d'un guerrier Khadvar. L'image était instable et remplie de parasites provenant des dommages de la bataille, mais suffisamment claire pour être visible. Dans l'enregistrement, les troupes d'assaut Khadvar avançaient dans ce qui avait été une rue de colonie paisible. Maintenant, c'était un labyrinthe de barrières de béton, de pointes métalliques et de positions de tir cachées. C'était la rue principale, expliqua Zixter. 3 jours plus tôt, c'était une zone de marché normale où les humains achetaient de la nourriture et des vêtements. Ils l'avaient transformée en tunnel de la mort. L'enregistrement montrait les guerriers cathares avançant avec prudence. Soudain, des explosions éclatèrent de multiples directions. La caméra trembla violemment alors que le guerrier qui la portait était renversé. 47 de mes guerriers sont morts au cours des 30 premières secondes, dit Zixt doucement. Mais ce n'était pas le pire. L'image stabilisée par la caméra montrait des défenseurs humains surgissant de positions cachées. Ils évoluaient avec une coordination témoignant d'un entraînement intensif, mais leur équipement était manifestement improvisé. Le plus troublant restait leur expression. Le zoom de l'enregistrement se concentra sur un homme, à peine plus âgé de 20 ans, couvert de blessures et tenant une arme façonnée à partir de pièces détachées, pourtant souriant. « Nous avons affronté des dizaines d'espèces à travers la galaxie, poursuivit Zixtither. Face à une force écrasante, les êtres vivants manifestent peur, colère ou désespoir. Les humains, quant à eux, ont démontré de la joie. Ils se sont battus avec enthousiasme. » L'enregistrement continua, présentant d'autres défenseurs humains. Une femme âgée, se déplaçant avec difficulté, mais maîtrisant les explosifs avec une dextérité exceptionnelle. Un jeune homme, privé de son œil gauche, mais tirant sur un armement lourd avec une précision mortelle. Tous arboraient ce même sourire inquiétant. « Nous avons appelé les renforts, dit Zixter. Le commandement envoya 3000 autres guerriers. Ils périrent aussi rapidement. L'écran afficha une nouvelle scène. L'intérieur d'un centre commercial devenu une forteresse multiniveau, avec des positions de tir interconnectées et des passages dissimulés. C'est là que j'ai rencontré pour la seconde fois le docteur Lisa Park. L'enregistrement montrait une femme humaine, un tablier taché de sang, agenouillée auprès de défenseurs blessés, soignant leurs plaies tandis que des explosions secouaient le bâtiment. « Elle est médecin », expliqua Zixter. « Elle aurait dû se cacher dans un abri ou tenter de s'échapper. Au lieu de cela, elle était au cœur des combats les plus acharnés, sauvant des vies pour que ses compagnons puissent continuer à attaquer les nôtres. » La caméra s'approcha du docteur Park. Elle leva les yeux lorsque le guerrier Ktar s'approcha et son visage ne révéla aucune peur. Seulement ce même sourire troublant. « Elle m'a adressé la parole, » dit Zixter. Même en sachant qu'elle était ma cible, elle m'a parlé en parfait Khadvar. Les membres du conseil se penchèrent en avant. Très peu d'espèces prenaient la peine d'apprendre la langue Khadvar. Que lui a-t-elle dit? La voix de Zixter devint très basse. Votre peuple a commis une erreur en venant ici. Nous vous avons étudié. Nous avons appris votre langage, vos tactiques, vos faiblesses. Vous ne savez rien de nous. C'est pourquoi vous allez perdre. L'enregistrement montrait le docteur Park retournant à ses patients,
comme si le guerrier Ktar n'était pas une menace. Elle continua à soigner les blessés alors que la bataille faisait rage autour d'elle. Puis elle fit quelque chose qui rompait toutes les règles de la guerre que j'avais apprises. L'écran montrait le docteur Park tirant un petit appareil de son tablier. Il ressemblait à un instrument médical anodin. Elle déclencha une impulsion électromagnétique localisée, neutralisant les systèmes d'armes et d'armure de mon guerrier. Mais au lieu de le tuer lorsqu'il était sans défense, elle retourna soigner ses blessés. Zixtera se tourna vers le conseil. Elle nous a rendus impuissants, puis elle nous a ignorés. Comme si nous n'étions pas dignes de son attention, comme si soigner les siens était plus important que se battre contre nous. L'enregistrement s'acheva dans le noir, laissant la salle dans le silence. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à saisir l'ampleur de la menace. Zixter déclara « Ce n'était pas une bataille entre armées, mais toute une population décidée à résister avec toutes ses forces. Chaque humain de cette planète, du plus jeune enfant au plus vieux adulte, faisait partie de leur conseil militaire. Le conseil primordial a lentement traité cette information. Combien de pertes avez-vous subies le premier jour ? 8000 guerriers morts ou blessés. Presque toute notre force de débarquement et les humains. Le bras mécanique de Zixtera se ressentit. Sa voix redevenue plus douce. Moins de 200. Mais chaque humain qui mourait emportait avec lui de nombreux Kedvar. Et les survivants souriaient et continuaient de se battre. La voix de Zixtera s'atténua, tandis qu'elle poursuivait son témoignage. La salle du conseil se trouva dans un silence profond, rompu seulement par le léger bourdonnement des systèmes de traduction et le cliquetis mécanique de son bras prothétique. Durant le second jour, le commandement envoya l'ensemble des forces de réserve, soit 15 000 nouveaux guerriers cathares, plus les soutiens logistiques et l'appui aérien. Jamais nous n'avions eu besoin de tant de troupes pour s'emparer d'un seul établissement humain. Elle hésita. Son carapace endommagé reflétait la lumière de la salle et ses fractures. Les humains avaient profité de la nuit pour reconstruire leurs défenses et les rendre plus solides. Nous avons trouvé de nouveaux obstacles, de nouvelles armes, de nouvelles positions tactiques qui n'étaient pas là la veille. C'était comme si toute la colonie était vivante et devenant de plus en plus menaçante à chaque heure. Le conseil primordial Vélo se pencha en avant. Est-ce qu'il recevait de l'aide extérieure ? Non. Nos capteurs auraient détecté tout navire ou approvisionnement. Il s'agissait des mêmes 50 000 humains travaillant avec les mêmes matériaux de base qu'ils avaient toujours eus. Mais ils les utilisaient de manière défiant toute logique. Zixtera réactiva l'écran. De nouvelles images, plus chaotiques et violentes que les précédentes, apparurent. Cet enregistrement provient du deuxième assaut sur le secteur 7. Observez attentivement. L'écran montrait des troupes cathares avançant dans un quartier résidentiel. Les maisons avaient un aspect normal de l'extérieur, mais au fur et à mesure que les guerriers traversaient les quartiers, les bâtiments devenaient eux-mêmes des armes. Les humains avaient équipé leurs propres logements comme armes, expliqua Zixter. Des murs qui explosaient vers l'extérieur, des planchers qui s'effondraient pour former des fosses à pointe, des plafonds qui lâchaient des filets remplis d'explosifs. Ils avaient transformé leur quartier en un piège géant. L'enregistrement montrait un guerrier cathare approchant d'une maison qui semblait abandonnée. Alors qu'il atteignit la porte, toute la structure s'effondra vers l'intérieur, emportant 3 autres guerriers avec elle. Mais de l'amas de décombres, un humain émergea, blessé, mais toujours combattant. C'était Ryan Scott, un homme d'une trentaine d'années, ouvrier avant la guerre. Il n'avait jamais été militaire. L'écran se concentra sur Scott alors qu'il s'attaquait à plusieurs guerriers cathares avec rien de plus qu'une canalisation métallique et une sorte de vaporisateur chimique. Ses mouvements étaient maladroits par rapport aux combattants entraînés, mais il combattait avec une férocité qui stupéfia les extraterrestres. « Il a tenu cette intersection pendant 6 heures, dit seul Zixtera. Nous l'avons touché 17 fois, mais il n'a pas lâché prise. Chaque fois que nous pensions qu'il était mort, il se relevait et continuait de se battre. Les plans montraient Scott subissant coup sur coup, saignante de multiples plaies, mais ne jamais arrêter son attaque. Son visage était un masque de douleur et de détermination. Lorsque nous avons finalement réussi à le maîtriser, il était à peine en vie. Toute créature rationnelle aurait abandonné ou serait morte. Au lieu de cela, il a enlevé les dispositifs de sécurité de 4 grenades et a tenté d'emmener ma troupe avec lui. L'écran devint blanc, tandis que les explosifs explosaient. Il n'a pas réussi à nous tuer,
mais il a retardé notre avancée assez longtemps pour permettre à d'autres défenseurs humains d'atteindre la zone. Cette intersection nous a coûté 200 guerriers et 3 heures de temps précieux. Zixtera changea l'enregistrement pour montrer une zone différente. Il s'agit d'Amy White. C'était une ingénieure qui concevait des systèmes de traitement d'eau. Une civile sans entraînement militaire. L'écran montrait une femme humaine travaillant frénétiquement à l'intérieur d'un immeuble d'habitation. Elle raccordait des câbles et des appareils tandis que des explosions secouaient la structure environnante. Elle avait transformé son immeuble en bombe. Pas un simple explosif, mais quelque chose de beaucoup plus sophistiqué. Elle avait calculé précisément la quantité d'explosifs nécessaires pour faire s'effondrer son immeuble et les 2 immeubles adjacents. L'enregistrement montrait des troupes Kedvar pénétrant au rez-de-chaussée du bâtiment, avançant prudemment à travers ce qui avait été un hall d'entrée. Elle attendit que 300 de nos guerriers soient à l'intérieur, puis elle déclencha l'appareil. L'écran montrait le bâtiment s'effondrant dans une démolition contrôlée. La structure s'est repliée vers l'intérieur, écrasant les forces cathares tout en laissant les bâtiments environnants intacts. Mais elle ne s'est pas échappée avant de déclencher la détonation. Zixter poursuivit. Elle est restée à l'intérieur pour s'assurer que le timing était parfait. Dans le dernier message de son communicateur, on l'entendait rire alors que le bâtiment s'effondrait. Les membres du conseil se sont déplacés mal à l'aise. L'idée de quelqu'un qui rit en mourant dans une explosion était profondément dérangeante pour la plupart des espèces. Le pire cas était le sergent Dan Murphy. Un nouvel enregistrement apparut, montrant un homme humain en uniforme militaire. Il était plus âgé que les autres, avec les cheveux gris et de nombreuses cicatrices témoignant d'affrontements passés. Murphy était différent des combattants civils. C'était un soldat professionnel, mais ce qu'il fit dépassa tout ce qui se trouvait dans nos manuels militaires. Les images montraient Murphy protégeant une station médicale où des humains blessés étaient soignés. Il était encerclé par au moins 20 guerriers cathares, largement dépassés en nombre. Observez son bras gauche. L'enregistrement montrait Murphy subissant un tir direct d'une arme à plasma cathare. Son bras gauche fut sectionné à l'épaule, s'envolant dans un jet de sang. Toute créature normale aurait été prise de panique et s'est effondrée. Murphy ramassa son bras coupé et l'utilisa comme un bâton. L'écran montrait la scène impossible d'un guerrier humain frappant des extraterrestres, avec son propre membre démembré, tandis que le sang jaillissait de sa blessure. Il se battit pendant encore 20 minutes dans cet état. Lorsqu'il tomba finalement, il avait tué 8 guerriers cathares et en avait blessé 12 autres. Même lorsqu'il était mourant, il essayait encore de nous attaquer avec sa main restante. Zixter éteignit l'écran et se tourna directement vers le conseil. Ce n'étaient pas des cas isolés, c'était la façon dont chaque humain se battait. Ils ne comprenaient pas le concept de situation désespérée. Quand ils étaient acculés sans issue de secours, ils n'abandonnaient pas, ils devenaient plus dangereux. Elle commença à faire le tour de la salle, son bras mécanique grinçant à chaque pas. Nous avons tout essayé. Les gaz lacrymogènes n'avaient aucun effet. Ils avaient des masques improvisés pour s'en prémunir. Les armes soniques étaient inutiles. Ils combattaient sans être ni sourds ni désorientés. Nous avons même essayé la guerre psychologique, diffusant le bruit de mourants humains pour briser leur morale. Quelle était leur réponse ? Ils ont diffusé des messages, mais ce n'étaient pas des cris de peur ou de chagrin. Les enregistrements envoyés montraient des enfants humains chantant le même chant de guerre entendu le premier jour. Alors que leur ville brûlait, que leurs amis et leurs familles mouraient, ils chantaient la victoire et la mort avec la même joie. Zixter Titer cessa de marcher et regarda Velos droit dans les yeux. À la fin du 2e jour, nous avions subi 12 000 pertes. Les humains, peut-être 1 millier, mais chaque mort humaine semblait galvaniser les survivants. La perte ne les affaiblissait pas, mais les fortifiait. Le silence régna dans la salle pendant que l'ampleur de la situation se faisait sentir. Le 3e matin, le commandement décida d'entamer un bombardement orbital. Nous détruirons la colonie depuis l'espace, plutôt que de continuer à perdre des troupes au sol. Mais quelque chose s'opposa à cette décision. Le bras mécanique de Sixte commença à étinceler plus fréquemment. Dr Lisa Park l'empêcha. Cette même femme humaine qui avait soigné les blessés dans le centre commercial. Pendant les 2 jours de combat au sol, qu'avait-elle donc fait ?
convertit les réacteurs de fusion de la colonie en une arme capable d'atteindre nos vaisseaux en orbite. Elle avait transformé les centrales civiles en systèmes de défense orbitaux. Pire encore, en un piège. Le ronronnement mécanique du bras prothétique de Zixter s'intensifia alors qu'elle abordait la partie la plus douloureuse de son témoignage. Ses yeux composés semblaient perdre leur focalisation, fixés sur des souvenirs qui hantaient ses rêves. Le bombardement orbital était prévu pour commencer à l'aube du 4e jour, continua-t-elle. L'amiral Crichtel avait aligné les 12 dreadnoughts dans une formation parfaite pour le bombardement. Les boucliers de la colonie défaillaient. La victoire était certaine. Elle fit une pause, sa respiration devenant saccadée. Dr Lisa Park avait d'autres projets. L'écran de visualisation s'activa à nouveau, montrant la flotte du point de vue de la passerelle du navire amiral. 12 massifs dreadnoughts Qatar flottaient dans l'espace comme des étoiles noires, leurs armes chargées pour l'assaut final. À l'exacte aube, nos capteurs détectèrent d'importantes pointes d'énergie à la surface de la planète. Nous supposâmes que les humains tentaient une dernière défense désespérée, avec leurs générateurs de boucliers restants. L'enregistrement montrait l'équipage de la passerelle travaillant calmement à leur poste. Confiant en leur supériorité écrasante, l'amiral Krix se tenait au centre, prêt à donner l'ordre de tirer. Puis, la surface de New Haven commença à briller. L'écran montrait le monde colonie soudainement enflammé de lumière, comme si un nouveau soleil naissait à sa surface. Dr Park avait connecté les 6 réacteurs de fusion en configuration série. Elle avait transformé le réseau électrique de la planète en une arme à énergie dirigée massive, unique. Les membres du Conseil se penchèrent en avant, essayant de comprendre les implications. « Cela aurait dû détruire la planète », observa le conseiller Rick Stoll. « Cela aurait dû l'être, mais les ingénieurs humains ne pensent pas comme nous. » Park avait calculé la puissance de sortie exacte nécessaire pour désactiver nos vaisseaux sans détruire la planète. Elle avait transformé la fusion nucléaire en un instrument de précision. L'enregistrement montrait des faisceaux d'énergie pure jaillissant de la surface de la planète, frappant simultanément 6 dreadnoughts. Les vaisseaux massifs furent plongés dans l'obscurité instantanément, leur système d'alimentation surchargé et leurs armes hors service. 6 dreadnoughts désactivés en 30 secondes, dit Six calmement. Mais ce n'était pas le pire. Quel était le pire? Le pire était la transmission de Dr Park immédiatement après l'attaque. L'écran montrait une communication depuis la surface de la planète. Dr Park apparut, debout dans ce qui restait de son laboratoire. La pièce était remplie de fumée et d'étincelles provenant d'équipements surchargés, mais elle semblait calme et satisfaite. « Bonjour, amiral. J'espère que vous avez apprécié cette démonstration. J'ai encore de la puissance pour 5 autres tirs, et vos navires restants sont en ligne de mire parfaite. Voulez-vous vous rendre maintenant? Ou faut-il que nous continuions ?» La salle tomba dans le silence. L'idée de 50 000 humains faisant des demandes de reddition à une flotte hégémonique était impensable. L'amiral Krix fut tellement choqué qu'il envisagea réellement son offre. 6e continua, mais alors nos capteurs de longue portée détectèrent de nouveaux contacts approchant le système. L'enregistrement changea pour montrer l'écran tactique. Un seul vaisseau approchait, minuscule à côté de la massive flotte Qatar. Un seul vaisseau humain contre 6 dreadnoughts opérationnels et 200 navires de soutien. Nous pensions qu'il s'agissait d'un navire ravitailleur essayant d'évacuer la colonie. Le bras mécanique de Zixtera commença à étinceler plus violemment. C'était le USS Liberty, commandé par le capitaine Bess Morgan, un croiseur lourd avec un équipage de 800 humains. L'écran montrait le vaisseau qui approchait. Élégant et fonctionnel, clairement construit pour la guerre, mais désespérément désavantagé. Le capitaine Morgan ouvrit les communications avec un message qui me donne encore des cauchemars. L'enregistrement montrait une femme humaine en uniforme militaire impeccable. Cheveux courts et gris, cicatrices sur le visage témoignant de nombreuses batailles, mais ses yeux étaient calmes et sur d'eux. Ceci est le capitaine Bess Morgan, du USS Liberty. Vous avez attaqué une colonie humaine et tué des civils. C'est ici que nous nous battrons. À tous les navires, ceci est votre seul avertissement. Quittez ce système maintenant, ou nous vous renverrons chez vous en morceaux. La salle du conseil explosa de bavardages nerveux. L'audace de la déclaration était incompréhensible. Un seul vaisseau menaçant une flotte entière, pensa Vélos. Que s'est-il passé ensuite?
L'amiral Kickstall ordonna à tous les navires restants de détruire le Liberty. 200 vaisseaux convergeant sur une seule cible, cela aurait dû durer quelques secondes. L'enregistrement montrait la massive flotte cathare se tournant vers le minuscule vaisseau humain, les armes se chargeant et les missiles se lançant. Mais le capitaine Morgan n'avait pas l'intention d'engager une bataille conventionnelle. L'écran montrait le Liberty accélérant directement vers la flotte, et non loin d'elle, tandis que nos armes cathares s'apprêtaient à le frapper. Le navire humain effectua des manœuvres qui auraient dû être impossibles. Elle utilisa nos dreadnoughts endommagés comme couverture, volant entre eux et utilisant leurs coques pour bloquer notre feu. Mais ce n'était que le début. L'enregistrement devint chaotique alors que le Liberty s'attaquait à de multiples cibles simultanément. Les armes du navire humain n'étaient pas aussi puissantes que les armes cathares, mais elles furent utilisées avec une précision dévastatrice. « Regardez ceci », dit Sixte, montrant l'écran. Le Liberty approcha l'un des dreadnoughts endommagés et tira directement sur son réacteur principal. L'explosion qui suivit détruisit 2 navires de soutien voisins et en endommagea 3 autres. Elle utilisait nos propres navires contre nous. La bataille continua, avec le Liberty évoluant entre les vaisseaux cathares massifs comme un prédateur chassant dans un troupeau. Chaque attaque était parfaitement calculée pour infliger des dégâts maximum, avec un risque minimum. « Comment était-ce possible ?» demanda Vitos. « Un seul vaisseau contre tant d'autres ?» Le capitaine Morgan avait étudié nos tactiques pendant des décennies. Elle savait exactement comment fonctionnaient les flottes cathares. Quelles étaient nos faiblesses, comment pensaient nos commandants. Elle avait transformé notre force en notre faiblesse. L'enregistrement montrait le Liberty percutant un croiseur endommagé contre un dreadnought intact, détruisant les 2 navires tout en évitant de subir des dommages importants. Mais la partie la plus terrifiante n'était pas ses tactiques, c'était son équipage. L'écran montrait des vues internes du Liberty pendant la bataille. Des membres d'équipage humains travaillaient à leur poste pendant que les explosions secouaient le vaisseau. Plusieurs postes étaient en feu, mais les humains continuèrent leurs tâches comme si de rien n'était. Leur ingénieur en chef était Tom Brady. Lorsqu'il y eut une brèche dans la salle des machines et que celle-ci fut remplie de gaz toxiques, il mit un masque à respiration et continua à travailler, quand le conduit principal d'alimentation explosa et lui coupa la jambe. Il rampit vers les commandes de secours et restaura l'alimentation pendant qu'il mourait d'une perte de sang. L'enregistrement montrait Brady se traînant sur le sol de la salle des machines, laissant une traînée de sang alors qu'il atteignait les commandes d'urgence. L'officier des armes était Kate Miller. Lorsque son poste explosa et incendia son uniforme, elle éteignit les flammes et continua à tirer. Elle avait été brûlée à plus de 60% de son corps, mais elle n'avait jamais arrêté de viser nos navires. L'écran montrait Miller à son poste, le visage et les bras couverts de brûlures, sélectionnant calmement des cibles pendant que les médecins tentaient de soigner ses blessures. Le capitaine Morgan elle-même fut blessée 3 fois pendant la bataille. Un éclat de détonation de coque, un bras cassé à cause d'une explosion de console, et une blessure à la tête qui la laissa partiellement aveugle. Elle dirigea le navire pendant 6 heures de plus dans cet état. L'enregistrement montrait les derniers moments de la bataille. Le Liberty était gravement endommagé, vidant son atmosphère et ses débris, mais combattait toujours. Il ne restait que 3 navires Kvar opérationnels. La dernière transmission du capitaine Morgan fut à la surface de la planète, dit Zixter calmement. L'écran montrait Morgan sur le pont du Liberty. Le sang coulait sur son visage à cause de sa blessure à la tête, et son bras gauche pendait inutilement à son côté. Mais elle souriait, ce même sourire humain terrifiant. New Haven. Ceci est le Liberty. Le ciel est clair. Dites à la terre que nous étions là. Dites-leur que nous avons tenu bon. L'enregistrement s'acheva avec l'explosion du Liberty, alors que son réacteur explosa, emportant le dernier dreadnought Kedvar avec lui. 6e se tourna vers le Conseil, son bras mécanique maintenant en étincelle. C'est ainsi que j'ai perdu mon bras dans ma légion, lors de l'explosion d'un vaisseau humain dont le capitaine a choisi de mourir plutôt que de battre en retraite. La salle resta silencieuse un long moment. Et la colonie, New Haven, survécut. 50 000 humains avaient vaincu l'intégralité de la 47e Légion d'assaut et une grande partie de notre flotte. L'arme de fusion de Dr. Park avait désactivé nos vaisseaux, et le capitaine Morgan avait détruit le reste. Zixata regarda chaque membre du conseil droit dans les yeux. Mais ce ne fut pas la fin de l'horreur.
C'est là que j'ai appris la vérité sur ce que nous faisions vraiment. Zixtera resta immobile plusieurs instants, son bras mécanique enfin silencieux. Le scintillement s'était estompé, mais sa carrosserie endommagée réfléchissait encore les lumières de la salle comme des miroirs brisés. Quand elle reprit la parole, sa voix emportait un poids de peur qui rendait même les membres du conseil les plus courageux mal à l'aise. Après la fin du combat, je fus retrouvé à flotter dans les débris de mon vaisseau de commandement, blessé gravement, à peine vivante. J'étais sur le point de mourir dans l'espace, mais les humains m'ont secouru. Le premier conseil Vos se pencha en avant. Vous ont-ils fait prisonnière? Non. Ils m'ont emmené dans leur centre médical et sauvé ma vie. L'écran de visualisation s'activa une dernière fois, montrant l'intérieur d'un hôpital humain. La scène était propre et lumineuse, très différente de la colonie déchirée par la guerre qu'ils avaient vue auparavant. Le docteur Lisa Park a traité mes blessures personnellement. Le même humain qui avait détruit la moitié de notre flotte s'activait maintenant pour me maintenir en vie. Elle passa 3 jours à opérer pour réparer mes organes endommagés et m'ajusta cette prothèse de bras. Zixtera releva son membre mécanique, le dispositif rudimentaire faisant un léger clic. Pendant ma convalescence, j'ai eu accès au réseau d'information humain. Je pensais pouvoir recueillir des renseignements sur leurs capacités militaires. Ce que j'ai découvert à la place, c'était la vérité sur ce que nous avions réellement attaqué. L'écran afficha des fichiers de données humains défilants, des registres militaires, des statistiques démographiques, des rapports industriels. Nouvelle-Haven n'était pas une importante colonie humaine. C'était une colonie de frontières, d'à peine 5 ans. Les 2000 soldats que nous avons affrontés n'étaient pas des troupes d'élite. C'étaient des troupes de garnison basiques, équipées de matériel standard. Plusieurs membres du Conseil émirent des sons d'incrédulité. Les civils étaient exactement ce qu'ils semblaient être. Agriculteurs, mineurs, ingénieurs, enseignants. Ils n'avaient aucune formation militaire particulière. Pas d'armes avancées, pas de technologie secrète. Alors, comment ont-ils vaincu votre légion? Les yeux composés de Zixte se fixèrent sur quelque chose au-delà des murs de la salle. Parce que chaque humain est un potentiel guerrier, toute leur espèce repose sur le concept que quiconque pourrait avoir besoin de se battre à tout moment. Ils l'appellent « guerre totale ». L'idée que chaque membre de leur société fait partie de leur armée, qu'il porte un uniforme ou non. L'écran afficha des images de colonies humaines réparties sur des dizaines de mondes. Chacune semblait paisible et civile. Mais Zixter avait appris à voir une infrastructure militaire cachée. Chaque colonie humaine possède des plans de défense. Chaque civil sait utiliser des armes et fabriquer des explosifs. Chaque enfant apprend la tactique et la stratégie dans le cadre de son éducation de base. Il déguise la formation militaire en jeu et en sport. Elle a pointé des images d'enfants humains jouant à ce qui ressemblait à des jeux inoffensifs. Il s'agit d'activités de loisirs, mais observez leurs mouvements. Ces jeux enseignent les tactiques d'unités réduites, la manipulation des armes et la communication sur le champ de bataille. Au moment où un humain atteint l'âge adulte, il est inconsciemment entraîné à la guerre. Les implications se sont abattues sur le Conseil comme une ombre froide. « Combien de monde les humains contrôlent-ils » demanda Bellos à voix basse. « Plus de 200 colonies confirmées. Mais ce n'est pas le point effrayant. Quel est le point effrayant? Le point effrayant est qu'il se prépare au contact galactique depuis 300 ans. » L'écran montrait des documents humains historiques, des plans militaires, des dossiers de développement technologique, des analyses stratégiques. Ils ont détecté nos sondes d'exploration il y a des décennies. Ils nous ont étudiés, appris nos langues, analysé nos tactiques. Alors que nous les considérions comme primitives, ils ont développé une civilisation conçue spécifiquement pour nous combattre. Zixte activa un nouveau fichier montrant les statistiques démographiques humaines. Nouvelle-Haven comptait 50 000 habitants. La population humaine totale sur tous les mondes dépasse les 40 milliards. Si 50 000 agriculteurs et mineurs ont pu détruire la 47e Légion d'assaut, que pourraient faire 40 milliards d'humains préparés à notre armée entière? La salle est tombée dans un silence mortel. Mais les nombres ne sont pas le pire, continua Zixter. Le pire, c'est leur psychologie. Les humains ne combattent pas pour conquérir des territoires ou des ressources. Ils combattent pour protéger leur mode de vie.
Chaque bataille est existentielle pour eux. Chaque conflit est une guerre totale. Elle se tourna vers le Conseil. Nous avons conquis 47 espèces dans toute la galaxie. Toutes se sont rendues face à une force écrasante. Toutes ont accepté la défaite lorsque la victoire est devenue impossible. Les humains ne comprennent pas ces concepts. L'écran montrait le dernier message du capitaine Morgan à bord du Die Liberty. Dites-leur que nous étions là. Dites-leur que nous avons tenu la ligne. Elle n'essayait pas de gagner une bataille impossible. Elle envoyait un message aux autres humains pour qu'ils combattent ainsi, mourir avant de reculer, combattre jusqu'au dernier souffle, faire payer l'ennemi pour chaque pouce. Zixter recommença à se promener. Ses pas résonnaient dans la salle silencieuse. J'ai passé 6 mois à me rétablir à Nouvelle-Haven. Pendant ce temps, j'ai observé la manière de vivre des humains. Ils ne sont pas une espèce guerrière comme les Gdvar. Ils préfèrent la paix et la coopération. Mais lorsqu'ils sont menacés, ils deviennent quelque chose d'entièrement différent. Que voulez-vous dire? J'ai regardé une femme humaine nommée Sarah enseigner aux enfants à lire et à écrire. Elle était douce et patiente, dévouée à l'éducation et à la connaissance. Mais lorsqu'un animal sauvage a menacé l'un de ses élèves, elle l'a tué à main nue sans hésitation. L'écran montrait des images de sécurité de l'incident. Un enseignant humain se transforme en une tueuse en quelques secondes, puis revient à son cours comme si de rien n'était. Chaque humain possède cette capacité. Ils peuvent passer d'un civil paisible à un guerrier mortel instantanément, puis revenir à leur état initial aussi rapidement. Ce sont les espèces les plus dangereuses que j'ai jamais rencontrées, parce qu'ils cachent leur véritable nature jusqu'au moment où ils en ont besoin. Zixt s'arrêta de se promener et regarda Vélos droit dans les yeux. Pendant que je me remettais, d'autres vaisseaux humains arrivèrent à Nouvelle-Haven. Pas de navires militaires, mais des navires de transport civil, transportant des fournitures et des bénévoles pour aider à la reconstruction. Mais j'ai reconnu les motifs de conception. Que reconnaissiez-vous? Ces navires civils avaient les mêmes modifications de coque que le Die Liberty, les mêmes emplacements d'armes, les mêmes blindages, les mêmes systèmes tactiques. Chaque navire marchand humain est un navire de guerre déguisé. Les implications étaient stupéfiantes. Si les navires civils humains étaient en fait des navires militaires, leur véritable force navale était impossible à calculer. Les humains ont mené une tromperie séculaire. Zixter continua. Ils semblent faibles et divisés, avec de multiples gouvernements et intérêts concurrents. Mais sous ce façade se trouve une espèce unie, se préparant à une guerre galactique. Elle activa une dernière image sur l'écran, un document diplomatique humain. Pendant que j'étais à Nouvelle-Haven, ce message est arrivé de la Terre. Il était adressé au Conseil galactique, demandant un contact diplomatique officiel. Le document semblait être un protocole de premier contact standard, poli et pacifique. Mais j'avais appris à lire le sous-texte humain. Ce n'était pas une demande de contact pacifique. C'était un avertissement que l'humanité était prête à prendre sa place sur la scène galactique, et qu'elle s'attendait à être traitée comme des égaux. Zixter regarda les extraterrestres réunis une dernière fois. Je suis le seul survivant de la 47e Légion d'assaut parce que les humains m'ont permis de survivre. Ils voulaient que je porte ce message au Conseil. L'humanité ne peut pas être conquise parce qu'elle ne craint pas la mort. Elle ne peut pas être négociée à partir d'une position de force parce qu'elle ne reconnaît aucune autorité supérieure à sa propre survie. Elle éleva son bras mécanique, le dispositif prothétique brillant dans les lumières de la salle. Ils m'ont donné ce membre de remplacement comme un cadeau, non pas par gentillesse, mais comme un rappel. Chaque fois que je bouge ce bras, je me souviens de ce qui se produit lorsque vous menacez les humains. La salle est restée silencieuse tandis que le poids de son témoignage s'abattait sur le Conseil. « Que recommandez-vous » demanda enfin Bélos. « Envoyez des diplomates, pas des soldats. Offrez une alliance, pas la conquête, car si nous nous faisons des ennemis de l'humanité, nous brûlerons tous ensemble. Ils se sont préparés à cette guerre pendant 3 siècles et l'accueillent. » Zixt commença à marcher vers la sortie de la salle, son bras mécanique cliquetant à chaque pas. La 47e Légion d'assaut a appris trop tard que les humains ne se battent pas seulement pour gagner. Ils se battent pour faire en sorte que quiconque les menace se souvienne à jamais du prix.
Comme elle atteignit la porte, elle s'arrêta et regarda en arrière. Ils viennent dans cette salle demain. Une mission diplomatique dirigée par l'ambassadeur John Hayes. Ils savent de ce témoignage. Ils connaissent ce conseil. Ils l'ont toujours su. La porte se referma derrière elle, laissant le conseil dans un silence stupéfait. Dans la galerie de visualisation au-dessus, une silhouette vêtue d'habits humains regardait les procédures avec une satisfaction silencieuse. L'ambassadeur John Hayes était dans la salle tout le temps, écoutant chaque parole. Alors qu'il se levait pour partir, il parla à voix basse dans un appareil de communication. Centre de mission, c'est Hayes. Le message a été transmis. Ils comprennent la situation maintenant. La réponse a été immédiate. Confirmé, ambassadeur. Bienvenue dans la communauté galactique. Hayes sourit. Ce même terrible sourire humain qui avait hanté les rêves de Zixata, et s'éloigna dans les couloirs du pouvoir, prêt à négocier la place de l'humanité parmi les étoiles à partir d'une position de force acquise par le sang et le sacrifice, sur une petite colonie mondiale appelée Nouvelle Haven.